Bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous cet après-midi, ce matin, peu importe où est-ce que vous vous situez. On va laisser un peu les gens entrer dans la session, puis on va commencer dans peut-être une minute ou deux. Mais merci encore d'être avec nous ce midi. Donc, on peut peut-être commencer. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce midi. La session, elle est enregistrée, donc elle va être accessible sur notre chaîne YouTube. Donc, mon nom, c'est Sonia Lee. Je suis la directrice de l'Initiative canadienne de droit climatique avec son acronyme qu'on appelle CCLI en anglais. Avant que je vous présente un peu le format du webinaire et qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui, je veux prendre le temps de reconnaître que CCLI, en fait, est basé sur les territoires autochtones, ancestrales et non cédés des Musqueam Peoples. Moi, par contre, je vous appelle de Tiohtià:ke à Montréal, qui sont les nations, dans le fond, qui sont gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles je vous parle. Je pense que c'est important aussi de mentionner que dans le devoir de vigilance, dans le rapport que Alice a publié le mois passé, la question des Autochtones et des détenteurs des droits des Premières Nations n'a pas été abordée dans le rapport. Par contre, parce que c'est un travail exploratoire et elle va en discuter plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut réfléchir à comment articuler le devoir de vigilance avec les régimes propres aux Premières Nations. Donc, c'est vraiment important de le mentionner en ce début de séance. Et donc, avant qu'on entre dans la présentation de Alice, qui va faire un rapport, et ensuite d'une discussion et d'une période de questions-réponses, je vous encourage à utiliser la fonction Q&A pour poser vos questions. Je veux rapidement présenter nos panélistes ce midi. Donc, il y a Alice Chipot, qui est autrice du rapport et chercheuse affiliée avec CCLI. Ensuite, il y a Yvan Tchoutchourian, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Il est aussi directeur de l'Institut d'éthique appliquée et qui est chercheur et expert affilié avec CCLI. Et ensuite, Isabelle Martin, qui est professeure à l'École de relations industrielles à l'Université de Montréal. Elle est membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Donc, je suis super contente d'être avec eux ce midi. Donc, maintenant, je vais te laisser la parole, Alice, pour partager ta présentation. Parfait, merci beaucoup Sonia Lee. Donc on peut commencer. Hop. J'espère que vous voyez bien ma présentation. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire signe. Je pense que ça C'est bon? fonctionne. Oui. Parfait. Alors, aujourd'hui, donc c'est ça, on est réunis pour parler du devoir de vigilance et explorer un peu des avenues pour le Québec. Comme tu l'as dit, Sonia Lee, le travail qui a été fait, c'est un travail exploratoire, dans le sens où on n'a pas toutes les réponses, on a des idées de pistes pour bonifier le cadre réglementaire ou législatif au Québec, mais ce sera l'objet peut-être de recherches aussi complémentaires futures. Donc, allons-y. Pour vous dire, donc la structure, ma présentation va être courte, on va pas pouvoir rentrer dans tous les détails du rapport, juste vous préciser qu'on va s'intéresser sur l'approche française et européenne du devoir de vigilance, donc les grands mouvements qu'il y a eu en Europe, et on fera après un retour au Canada pour voir à la fois les initiatives locales, les limites des années passées, les verrous qu'on a identifiés comme étant persistants, et puis on fera un zoom plus spécifique sur le Québec et les pistes d'avenir. Avant toute chose, avant de vous rentrer dans le détail, repositionner le devoir de vigilance et pourquoi on vous propose cette réflexion aujourd'hui dans un contexte où on est face à de nombreux défis. Alors, le devoir de vigilance, il faut le voir comme un des outils juridiques actuellement à disposition face aux crises, à la fois crise climatique, crise de la biodiversité, et face au constat qu'on fait tous, et qu'il y a des interdépendances dans les crises. Donc, euh, souvent on s'intéresse à la question climatique, mais évidemment, il faut bien réfléchir au fait que quand on fait des impacts sur la biodiversité, on met à mal notre capacité aussi à limiter, par exemple, le réchauffement climatique, la captation des gaz à effet de serre, et un peu inversement aussi, quand on impacte évidemment des communautés
dans d'autres pays, on met à mal leur propre résilience et leur capacité à prendre soin de leur environnement. Donc il y a vraiment une logique de réflexion intégrée sur la question sociale et environnementale. Le devoir de vigilance a aussi beaucoup trouvé sa place dans des contextes un peu plus où il y a eu des drames et des incidents internationaux. On parle souvent du Rana Plaza de 2013, avec, vous vous rappelez, la conséquence sur des travailleurs et des travailleuses au Bangladesh, mais aussi des incidents qui sont plus de nature, par exemple en lien avec l'Erika, ça peut être un bon exemple en France, où il y avait eu un déversement massif de pétrole, et donc des impacts concrets sur les écosystèmes. Le devoir de vigilance se veut aussi une réponse à l'extrême, entre guillemets, laisser-faire économique, c'est-à-dire une tendance à laisser les acteurs, les entreprises faire au mieux par rapport à leurs intérêts, en faisant fi potentiellement de certains impacts. Donc il y a un besoin d'encadrement des acteurs économiques, et ce besoin d'encadrement doit se faire principalement, ou en tout cas de façon accentuée, aussi dans les juridictions du Nord, juridictions qui accueillent souvent les sociétés mères, les sièges sociaux des entreprises. Oh mon Dieu, on a perdu Alice, un petit problème technique. Ben, en fait, je sais pas si elle va se rejoindre à nous. Là. Je suppose qu'elle va se rejoindre à nous rapidement, mais je vais peut-être quand même poser une petite question ouverte en fait à Isabelle Yvan, même si on n'a pas la présentation d'Alice, étant donné que tous les deux, en fait, vous penchez sur le devoir de vigilance, mais aussi de manière plus générale, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte d'un cadre législatif, réglementaire pour renforcer la responsabilité des entreprises au Québec. Dans le rapport, en fait, et Alice, je sais qu'elle allait en discuter dans sa présentation, elle aborde dans le fond, Alice, le contexte juridique et culturel québécois qui pourrait vraiment favoriser l'adaptation de ce devoir-là de vigilance, entre guillemets, à la québécoise. Donc, question ouverte à Isabelle Yvan. Selon vous, comment est-ce qu'on peut utiliser ce contexte-là, ces forces, en fait, du Québec pour adapter le devoir de vigilance au Québec? Isabelle. Ben, si je peux me permettre, ben, une particularité du modèle québécois, c'est une culture de la concertation sociale. On dit souvent que les Québécois n'aiment pas les chicanes, mais ils ont l'avantage ou l'habitude là, de pouvoir davantage se parler, même à l'extérieur là, des partis politiques, à l'extérieur syndicats, patronat. Je veux dire, c'est inouï si on pense aux voisins américains. Un modèle politique plus proche de la social-démocratie. On a été des précurseurs, je veux dire, pour les garderies avant que le Canada anglais et maintenant le Mandami à New York en parle. Alors, je pense que ça pourrait servir pour favoriser l'adoption d'une loi de vigilance, mais aussi parce qu'il y a comme une solidité au niveau des parties prenantes qui permettrait là, d'aider dans son application. Yvan? Oui, alors bah, merci. Je prendrai le relais d'Isabelle qui termine ses propos sur les parties prenantes, peut-être sur euh, ce relais sur une approche peut-être plus, je dirais, législative ou légale, mais l'idée est effectivement tout de même que l'interprétation, par exemple, du droit des sociétés par action, notamment sur le devoir de loyauté, prudence, diligence, mais aussi peut-être plus globalement l'ouverture aux parties prenantes. On sent tout ça quand même que c'est quelque chose de positivement accueilli au Québec. On n'a pas nécessairement peut-être cette logique ou ce point de départ très états-unien axé sur la rentabilité avec un objectif financier. Bien sûr, l'objectif financier est toujours présent, mais je pense que comme le dit Isabelle, la logique un petit peu des parties prenantes, euh, peut-être pas nécessairement le mot concertation, parce que je suis moins travailliste qu'Isabelle, mais l'idée de prendre en compte en tous les cas les parties prenantes, d'essayer quelque part de travailler avec eux, je pense que c'est quand même quelque chose qui, dans la construction juridique même du droit des sociétés par action, qui est un droit technique de structure, mais quand même, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, présent, puis qui caractérise aussi
Alors, le Québec, mais le Canada, mais le Québec notamment, je crois qu'il y a quand même ce terrain, ce terreau fertile là sur le plan peut-être plus normatif. Puis, je dirais peut-être, encore une fois, pour compléter les propos d'Isabelle, que tout de même, si on regarde un petit peu peut-être comment je dirais ça, le contexte, peut-être la pratique également des entreprises. On voit quand même que les entreprises québécoises, ça avait été mis en lumière il y a quelques années dans un rapport, il y a une certaine ouverture aux problématiques de responsabilité sociale. Donc, c'est sûr que on voit quand même que de la part des entreprises, sans doute ce n'est pas parfait, c'est discutable, mais il y a quand même une réceptivité sur les enjeux sociétaux qui me semble intéressant pour une réflexion sur le devoir de vigilance que peut-être encore une fois on ne trouve peut-être pas si facilement. Par exemple, chez nos voisins du Sud, voire même ailleurs, peut-être au Canada. Donc, je pense que ça constitue quand même des aspects, il me semble, positifs pour une réflexion sur le devoir de vigilance. Voilà. Oui, puis si je peux ajouter, parce que tu as parlé des entreprises, ben, au niveau de la finance, le Mm. Québec se démarque clairement en termes de finances durables par rapport même au reste du Canada et aux États-Unis. On a la Caisse de dépôt qui appuie la finance durable, les fonds de retraite des syndicats. On a aussi l'International Sustainability Standards Board, le ISSB, là, qui a comme un de ses bureaux permanents à Montréal. Donc, on a comme un écosystème de finances durables qui pourrait alléger un peu les craintes de certaines entreprises, de dire, ben, si je me lance là-dedans, est-ce que les investisseurs vont suivre? Ben, ici, ça serait clairement le cas. Oui, puis tu sais, c'est vraiment sur cette idée-là au départ, pour les gens dans l'audience qui sont peut-être pas au courant, CCLI, on fait de la recherche juridique, mais on fait aussi on utilise cette recherche juridique-là pour faire des recommandations politiques au niveau fédéral, provincial, aux différents régulateurs des services financiers et dans les entreprises, autant privées que des valeurs mobilières. Puis à un moment donné, on s'est comme rassemblé avec certains experts et expertes de notre communauté, dont je pense bien qu'il y en a dans l'audience en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Étant donné, notre hypothèse, c'était il y a comme un contexte culturel, juridique relativement plus particulier au Québec, plus propice justement à cette collectivité-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer la responsabilité des entreprises du Québec? Puis l'idée avec ce travail respiratoire-là, avec Alice, c'était ça, c'est une première étape parmi d'autres qui vont suivre. Puis aussi, c'est de dire est-ce que ça peut servir d'un espèce de modèle pour éventuellement se tourner vers le reste du Canada et vraiment amplifier cette idée de devoir de vigilance pour responsabilité des entreprises, considérant, parce qu'il y en a qui nous ont dit, OK, mais objectivement, il n'y a pas tant d'entreprises québécoises qui font des activités, par exemple, dans des territoires externes comparativement, mettons, aux sociétés minières qui sont basées à Vancouver. Je dis, OK, je comprends, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir, de forcer, pas forcer, pardon, là, mais d'encourager la réflexion et le dialogue. Donc, peut-être que je pourrais continuer avec une autre question. Là, je sais pas trop, Alice, elle est où en ce moment dans les internets? Mais Isabelle, je peux peut-être continuer avec toi. Je sais que tu te penches sur pas le travaux, pardon, le devoir de vigilance en ce moment, justement, sur un rapport sur lequel tu te penches. Est-ce que tu pourrais, comme étant tes idées par rapport à quelles alliances ou dynamiques de société civile qui pourraient être utilisées, mobilisées pour renforcer la demande sociale et politique d'une telle législation? OK, oui. Ben écoute, j'avais envie de dire, j'aimerais comme un Rainbow Coalition, mais c'est peut-être en train de passer de mode, mais moi, je suis demeurée une idéaliste, là. Euh, Ce serait possible de construire une coalition très large avec d'un côté, comme je parlais, de la communauté de la finance durable à Montréal. Je dis Montréal à cause de Finance Montréal, mais c'est aussi tout le Québec, l'ISSB, mais aussi, bon, les fonds de retraite des syndicats comme le Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action. Je vois aussi le mouvement de défense des actionnaires qui sont vraiment pour une gouvernance transparente. Donc, on pourrait comme essayer d'aller chercher leurs appuis, le soutien des syndicats eux-mêmes qui ont beaucoup avancé sur la réflexion de la transition énergétique.
les nations autochtones, les groupes environnementaux, puis les groupes de défense des intérêts sociaux là, comme Oxfam. Alors, je pense qu'on pourrait aller chercher une coalition très large. Je suis très heureuse que Alice soit revenue. Ben, Alice, merci. On est contente de ton retour. On a comme commencé à un peu explorer le dialogue, même s'il manquait une partie de ta présentation. Avant que je te laisse la parole, je ne sais pas, Yvan, si tu veux tout de suite rebondir sur les propos d'Isabelle. Mais encore une fois, je me ferai en relais d'Isabelle, c'est que l'expérience française et tout de même européenne sur ces questions-là montre, comme le dit Isabelle, qu'une espèce de coalition, qu'un regroupement d'acteurs de nature différente qui trouvent finalement un point commun peut quand même emmener des résultats qui sont intéressants parce que les évolutions qui ont eu lieu en Europe sur ces questions-là ne sont pas venues d'un député perdu dans son bureau seul à travailler à la bibliothèque. Non, c'est venu souvent d'ailleurs d'en bas de la société civile, puis il y a eu une coalition autour, puis il y a eu une écoute de la part de la classe politique, mais finalement aussi, il faut le noter, une certaine réceptivité de la part également des entreprises qui non plus, faut également être réaliste, voit le jeu changer sur les enjeux sociétaux. Il y a quand même un momentum qui malheureusement, puis on le voit avec les enjeux climatiques encore plus, nous frappe à l'heure actuelle depuis plusieurs années. Donc, comme le dit Isabelle, des coalitions sont peut-être pas si complexes à trouver ou à nouer. Et ça peut être une excellente stratégie, je le crois, tout comme l'exprimait Isabelle, même s'il y a beaucoup de difficultés. Mais après tout, hein, l'Europe a montré ça peut se faire. Oui, oui, merci, Yvan. Ben, Alice, juste pour ton information, dans le fond, j'ai ouvert un peu ouvert la table de comment on pouvait utiliser le contexte juridique, culturel au Québec pour les forces, en fait, du Québec pour adapter le devoir de vigilance. Puis après, on a commencé à discuter c'est quoi les genres d'alliances qui pourraient être possibles pour renforcer la demande sociale et politique. Donc, avec ça en tête, je ne sais pas si tu veux repartager ta présentation parce que je pense que je suis certaine qu'il y a plein de gens dans l'audience qui seraient curieux et curieuses de savoir ce que tu avais à partager. Oui, tout à fait. Donc, excusez-moi pour ça. Je crois que c'est les GAFAM qui ne veulent pas que je parle du devoir de vigilance parce que mon ordinateur a totalement s'est fermé directement. Alors, on va pouvoir repartir. Je vais essayer d'intégrer aussi ce que vous venez de partager, euh, Yvan et Isabelle. Alors, vous allez me confirmer. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite du coup sur certains éléments, mais je veux juste m'assurer que tout le monde comprenne bien de quoi on parle quand on parle du devoir de vigilance. Donc, évidemment, le devoir de vigilance, tel que vous devez le penser. Alors, est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est, comment dirais-je, un principe? En tout cas, c'est une approche globale qui vise à demander aux entreprises d'identifier, de prévenir, de réparer les atteintes graves qui sont faites envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité et ainsi que l'environnement. Donc, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on s'intéresse pas seulement à l'entreprise en tant que telle, mais aussi à ses filiales, à l'ensemble de sa chaîne de valeur ou chaîne d'activité, en regardant aussi, comme je vous l'ai dit peut-être déjà, fournisseurs, sous-traitants. Donc, une approche globale au niveau des impacts qui tire ses origines de conversations qui avaient déjà lieu dans d'autres instances internationales dans les années 2000. Le devoir de vigilance, c'est comme un double mouvement, c'est un double intérêt. À la fois, ça vise à clarifier les règles du jeu pour les entreprises, donc à valoriser les attentes sociales, environnementales, et à confirmer que les entreprises doivent avoir une obligation d'agir en amont. C'est-à-dire, on passe d'une posture de responsabilité à des attentes concrètes quant au comportement que les entreprises doivent avoir. Donc, il faut être proactif. Ça a aussi un intérêt en aval, parce que quand on renforce le cadre du devoir de vigilance, on s'attend à ce qu'il y ait un régime de responsabilité cohérent, donc un régime de responsabilité civile vis-à-vis de l'entreprise, ce qui veut dire aussi des risques de sanctions. Et c'est quand il y a un peu de la contrainte et des risques, peut-être au niveau juridique, que souvent ça peut aussi avoir un effet sur par exemple, les mauvais joueurs, et ça peut représenter aussi des aspects réputationnels, tout en assurant aussi la réparation des victimes. Bon, il y a des zooms sur deux initiatives. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Je vous invite à aller regarder dans le rapport les spécificités, mais en gros, vous dire que le devoir de vigilance tel qu'on vous le présente aujourd'hui, c'est vraiment celui qui a été principalement développé en France
et la variante un petit peu dans l'Union européenne qu'on voit en ce moment à travers la directive CS3D. Dans le contexte français, ça s'est développé en 2017 à travers une loi spécifique qui a changé le code du commerce, où on cible un certain groupe d'entreprises et on leur impose, avec une obligation positive, notamment de produire un plan de vigilance. On clarifie aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le régime de responsabilité de l'entreprise quant aux impacts sociaux et environnementaux que celle-ci aurait. Évidemment, là, c'est dans des contextes à l'étranger, parce qu'on pense que là, il y a un enjeu ou une exposition à des risques spécifiques. Mais le pendant du devoir de vigilance existe dans le droit interne français vis-à-vis des entreprises aussi françaises, notamment à travers la loi Pacte. Donc, une approche française qui va influencer l'approche européenne, qui aboutit sur une directive qui est un petit peu différente, mais qui, elle aussi, prend à cœur d'évoquer l'impact environnemental et social des entreprises en imposant un processus de vigilance à certaines entreprises, des mécanismes d'alerte, mais aussi une réflexion sur l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'on pense le marché européen, c'est un marché, il y a des acteurs aussi, des entreprises hors Union européenne qui ont des activités, qui développent des affaires en Europe, et on va leur imposer aussi théoriquement le même devoir de vigilance que pour les entités européennes. Je pense que c'était de ça que vous parliez avant que j'arrive, le fait que dans les deux cas, que ce soit dans le contexte français ou dans le contexte européen, il y a eu une mobilisation civile considérable et une union intéressante entre les syndicats, entre souvent les mouvements plus écologistes, les défenseurs des droits humains et certains acteurs politiques qui ont décidé de porter et de proposer cette innovation juridique. Il y a aussi eu des entreprises qui étaient des bons joueurs et qui ont voulu participer à ce mouvement-là. Dans le contexte français, ça intervient dans une réalité plus générale où il y avait un volontarisme environnemental. Et là, je me réfère notamment à l'accord de Paris. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le constat depuis 2017, mais vous pourrez regarder dans le rapport, parce que évidemment, le devoir de vigilance en tant qu'innovation juridique a eu à se préciser. Il y a eu de nombreux cas face à des entreprises, par exemple Total Energy, La Poste, certaines banques qui manquaient, que certaines parties prenantes considéraient que celles-ci manquaient à leur devoir de vigilance. Et ces recours-là ont permis de préciser aussi le contour de ce concept. De même, on voit que les juridictions françaises essayent de plus en plus de prendre à cœur les litiges transversaux qui visent aussi les enjeux de transition. Et il y a certaines innovations juridictionnelles qu'on voit à l'œuvre en ce moment et qui s'inscrivent normalement avec la démarche européenne. Dans le contexte européen de la directive, dites-vous que la directive, c'est un outil parmi d'autres outils qui avaient été mis de l'avant dans le contexte du Green Deal pour faire de l'Europe un peu un leader sur les questions de transition, sur les questions sociales, avec aussi la conviction dans les années 2020 que ça pouvait assurer une forme de compétitivité. Donc il y a toujours eu cette idée c'est pas parce qu'on demande plus de vigilance normalement aux entreprises que celles-ci perdent en compétitivité, bien au contraire. Ce que je vous dis là, par contre, est à prendre à mettre en perspective avec les derniers rebondissements, des volontés parfois de certains acteurs, notamment par exemple la Commission, de pousser à une simplification des exigences de vigilance, de devoir de vigilance, une forte pression aussi géopolitique avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc bref, on sent qu'on est dans une période de remise en cause, mais l'élan est quand même là et de nombreuses juridictions européennes sont allées de l'avant. Je me concentre sur ces deux juridictions-là, mais sachez que d'autres conversations ont lieu ailleurs dans le monde, au Brésil, en Asie, pour pouvoir réfléchir et pousser plus loin le devoir de vigilance. L'état des lieux au Canada. Donc nous, on allait faire un petit tour ailleurs pour après mieux revenir dans notre contexte actuel. Dites-vous, pour peut-être les Français ou les non-québécois, non-canadiens qui nous écoutent, qu'évidemment, les entreprises canadiennes sont elles aussi concernées par rapport aux impacts qu'elles ont à l'étranger, notamment. Et ce, du fait aussi d'une relation avec les industries d'exploration et d'exploitation de ressources naturelles. On pense parfois aux minières, on pourrait penser à d'autres secteurs. Depuis les années 2000, il y a eu des démarches qui ont été déployées.
des démarches de responsabilité sociale des entreprises, de développement durable. Cela dit, ces démarches ont souvent été de nature volontaire, comme on peut le qualifier de soft law. Et le constat reste le même, c'est que dans l'absence d'un cadre législatif et réglementaire plus contraignant au niveau du droit fédéral, c'est compliqué de vraiment changer les pratiques parfois de certains joueurs ou de certaines entreprises. Donc il y a aussi une réticence peut-être à imposer de nouvelles obligations et à sanctionner les entreprises. Donc certains se réfèrent un peu à un statu quo et une incapacité peut-être d'aller plus loin malgré une volonté sociale existante. Quelques points clés qu'on pourrait considérer déterminants si on a la volonté de mieux encadrer les entreprises pour leur impact, notamment à l'étranger, la science et les études quand même convergent sur le fait qu'il faut avoir des attentes claires quant aux entreprises. Il faut que ces attentes soient comprises aussi par les acteurs. Il faut que les pouvoirs publics aient un rôle dans le contrôle régulier, dans des enquêtes. Il faut qu'il y ait une forme de transparence et d'accès aux données pour la société civile. Et comme je l'ai déjà dit, et pour moi ça c'est un point angulaire, il faut un régime de responsabilité cohérent qui permette des réparations adaptées aux potentielles victimes des activités à l'étranger, des entreprises canadiennes. Et évidemment, il faut aussi un accès efficace à la justice. Ça, c'est le constat un peu théorique de comment fonctionne bien un devoir de vigilance appliqué aux entreprises. Je passe cet aspect-là. Juste vous préciser qu'il y a eu quand même, parmi les tentatives que je vous évoquais, il y a eu des tentatives de la part par exemple, un projet de loi d'initiative parlementaire en 2022 qui faisait une proposition qui se rapprochait de l'approche européenne et française. Cela dit, cette proposition-là n'a pas suivi de processus législatif jusqu'à l'adoption. Donc, on sait plus ou moins c'est quoi un cadre qui fonctionne. Il faut souligner aussi les verrous qui ont été documentés. Donc, on n'a pas un fondement légal très efficace pour les préjudices sociaux et environnementaux à l'étranger causés par des grandes entreprises. On a un défi d'accès à la justice pour les victimes concernées. On a la spécificité aussi qui revient souvent dans la recherche, qui est la doctrine du forum non-convenience ou le déclin de compétences. C'est-à-dire que le juge canadien, face à des entreprises qui auraient eu des impacts, face aux victimes de ces impacts-là, aura tendance à privilégier que l'affaire soit traitée dans la juridiction où le dommage a eu lieu. Et ça peut parfois représenter une forte limite parce que soit la juridiction du lieu où a eu le dommage n'a pas un état de droit totalement fonctionnel, ou les victimes n'auront pas réparation. Donc c'est logique qu'une entreprise qui est par exemple de droit canadien ait plutôt à faire face à la justice théoriquement canadienne si celle-ci est de meilleure qualité ou plus robuste. Un autre verrou que vous verrez dans le rapport, qui est documenté, c'est le périmètre de la responsabilité des administrateurs. Les administrateurs, donc les personnes qui sont derrière, qui doivent avaler ou avaliser plutôt les décisions, certaines décisions stratégiques des entreprises, devraient-elles être plus imputables lorsqu'elles acceptent ou laissent faire ou laissent prendre des décisions qui pourraient être très dommageables d'un point de vue climatique ou social? Certains pensent que oui, qu'il faudrait être plus ferme ou élargir, clarifier le devoir fiduciaire. De même, vous le verrez, on l'évoque dans le rapport, la question des pratiques de règlement hors cours, qui peut être assez courant côté canadien, ça peut représenter une limite ou un verrou. Maintenant, je me reconcentre sur le Québec. Pourquoi on voulait aborder la question du devoir de vigilance par le biais de l'approche québécoise? C'est qu'on pense que le Québec, ça représente un espace juridictionnel propice en Amérique du Nord pour faire face à de nombreux défis. Alors, évidemment, il y a des vents contraires en ce moment, peut-être au niveau fédéral, et on voit bien qu'on est dans le progressisme, on n'est peut-être pas dans une période de progressisme social. Cela dit, il y a des atouts au Québec qui pourraient nous permettre de mener plus loin cette réflexion sur le devoir de vigilance vis-à-vis des entreprises qui ont des impacts à l'étranger, mais aussi plus localement. Et parmi les atouts, évidemment, le bijuridisme. Donc, on est sensible aussi aux conceptions juridiques européennes.
française spécifiquement. On a aussi une pratique, vous l'avez évoqué Isabelle et Yvan, quand même de partie prenante, de essayer de prendre en compte les intérêts diversifiés de la société civile, une tradition syndicale très forte comparativement au reste de l'Amérique du Nord, et des conversations très prolifiques au niveau de la finance durable aussi. Donc ça, c'est comme des éléments qui nous incitent à nous dire bah, s'il doit y avoir une conversation sur le devoir de vigilance, car c'est un outil pertinent, et ben, le Québec peut être propice. Je conclurai sur les pistes à explorer au Québec. Eh bien, vous le verrez dans le rapport, on évoque plusieurs idées qui sont issues évidemment de tout le travail sur le devoir de vigilance qui a été fait dans d'autres juridictions. On pense notamment à favoriser la transparence des entreprises, améliorer les pratiques et changer les comportements. Donc on pourrait commencer par les organismes les entreprises qui sont plutôt de droit provincial, parce que là on a une prise un peu plus directe, mais en proposant par exemple la production obligatoire de plans annuels de vigilance et de transition, en faisant participer des institutions déjà bien connues au Québec, comme le REC ou l'Autorité des marchés financiers pour les émetteurs assujettis, créer un observatoire collégial sur le modèle français, parce que la société civile joue un rôle assez fort de vigie, de vérification des plans produits par les grandes entreprises. Donc il y a vraiment un effort partagé à faire pour pousser plus loin le devoir de vigilance. Parmi les deux autres pistes aussi qu'on évoquait, c'est faciliter l'accès à la justice, favoriser l'instauration d'un régime plus protecteur. Ça passe peut-être par la mise en place d'un chantier doctrinal large qui viserait à clarifier, comme je vous disais, la question du forum non-convenience. Donc il y a un enjeu par rapport au déclin de compétences du juge au Québec, au Canada. Peut-être vraiment intégrer positivement le concept de devoir de vigilance sociale environnementale dans les textes du Québec. Ça peut être le code civil, ça peut être la loi sur les sociétés, mais vraiment l'inscrire quoi, pour lui donner une portée, un aspect opérationnel. Renforcer la responsabilité des administrateurs, prévoir des sanctions adaptées et revoir certains aspects juridictionnels pour faciliter la représentation et la réparation des victimes. Là encore sur la base de ce qu'on a vu ailleurs. Enfin, on l'a évoqué, je le remets ici, la question des règlements hors cours. Alors, c'est peut-être une piste secondaire, mais on veut favoriser la transparence, on veut favoriser aussi, intégrer le fait qu'il y a aussi un risque réputationnel normalement à tolérer ou favoriser des impacts sociaux environnementaux à l'étranger. Et dans le contexte, par exemple, français, il y a eu certaines innovations qui ont été mises en place, notamment des conventions judiciaires d'intérêt public qui permettent au pouvoir public d'intervenir dans les transactions entre, par exemple, des entreprises et une autre partie. Donc, ce sont des idées à mettre au jeu. Je m'arrêterai là, mais je vous invite vraiment à aller lire un petit peu plus ces avenues qu'on a documentées dans le rapport. Voilà. Merci Alice. On va revenir en mode discussion, super. Ben, avant comme relancer une question, là, je vais juste donner l'opportunité à Isabelle et Yvan de partager leurs réflexions. Je vous encourage aussi à utiliser la fonction Q&A pour poser vos questions. Donc, je sais pas, Isabelle et Yvan, si d'emblée, vous avez des petites réflexions par rapport à la présentation de Isabelle que vous aimeriez partager avant que je vous pose une question ou deux. Bon, Yvan, je te regardais voir si tu allais parler. Oui, non, vas-y, Isabelle, je rebondirai comme finalement on le fait depuis le début. Mais je trouve que c'est vraiment un travail qui a été fait là, qui permet de vraiment cibler qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui est possible de faire et qui a le mérite d'aller au-delà un peu de ce qui est convenu parce qu'on est toujours un peu dans le devoir de vigilance, mais je trouve ça important de regarder aussi là, qu'est-ce qui se passe après que l'entreprise a exercé son devoir de vigilance, là. Donc, cette idée là, de regarder à la fois en amont et en aval et les mécanismes de réparation, c'est important. Puis de cibler là, la nécessité d'inclure les parties prenantes. Vous avez dit dans l'identification des risques socio-environnementaux, mais aussi hein, avec cette idée de regarder en aval la meilleure façon de leur faire face, de les atténuer. On va avoir des choix difficiles comme société avec la décarbonation.
l'opposition des jobs ou la décarbonation, ça va revenir souvent. La même chose avec les risques posés par l'intelligence artificielle, que le devoir de vigilance bien appliqué peut aider à voir à l'avance. Et le défi va être d'inclure les parties prenantes. Dans le modèle français, le modèle continental, ben, les syndicats ont une place, même si les entreprises ne sont pas syndiquées. Je veux dire, je trouve ça fascinant, mais je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne. Mais ici, les syndicats sont uniquement impliqués dans les entreprises syndiquées. Dans le secteur privé, c'est moins du quart des entreprises qui sont syndiquées. Et même dans les entreprises syndiquées, c'est seulement les intérêts de ceux qui sont employés directement par l'entreprise qui vont pouvoir être pris en compte. Donc, il faut trouver une façon d'inclure les travailleurs qui sont dans la chaîne d'approvisionnement parce que les questions qui vont être posées vont les concerner au premier abord. Mais je pense que cette idée de création d'un observatoire de la vigilance d'entreprise au Québec, porté par la société civile, pourrait permettre non seulement d'avoir un rôle de vigie sur c'est-à-dire qui garde les gardiens, là, de garder qu'est-ce que les entreprises font, mais aussi de permettre les dialogues difficiles d'avoir lieu. Mais je dirais tout comme Isabelle, le rapport, disons qu'il est au moins il montre, je pense aussi que le climat ne peut pas être pensé, de manière sans à repenser du coup un petit peu toute la construction aussi, autour de l'entreprise, puis de sa normativité, au-delà même de l'encadrement ou strictement heu, du droit. Puis c'est vrai que dans la présentation, j'aimais beaucoup le terme qui est ressorti de vigilance, en amont. Parce qu'on n'est pas que sur une question de recours judiciaire, on n'est pas que sur une question de judiciarisation. On est aussi sur une question qui rejoint finalement ce que dit aussi Isabelle à travers les parties prenantes, qui est peut-être de se poser la question comment on peut essayer d'anticiper, de prévenir, essayer peut-être de changer des habitudes, euh, des, des modèles d'affaires. Plusieurs des pistes là qui sont glissées sont intéressantes. Puis je trouve que le rapport permet un petit peu de se rendre compte qu'en fait, derrière l'idée du devoir de vigilance, en fait, c'est une expression, je trouve, qu'on ne peut pas résumer strictement, je veux dire, dans la loi française. C'est une réflexion un petit peu plus globale qu'il faut avoir. Et puis, il ne faut pas non plus, je pense, le résumer uniquement dans l'hypothèse d'un recours judiciaire. Et je pense que les contraintes que l'on vit déjà et que l'on va vivre encore plus intensément avec les changements climatiques vont amener de toute façon les joueurs à devoir faire évoluer leur comportement. Puis on peut pas tout le temps être avec le bâton, il faut parfois être avec la carotte. Et il me semble que le devoir de vigilance peut être une carotte qui peut être particulièrement intéressante pour les entreprises en raison aussi des impacts, je dirais, au-delà même du climat sociétaux qui peuvent être attachés au respect je dirais, d'un devoir de vigilance. Donc, en fait, on est sur le devoir de vigilance, mais je crois que on est plus que sur le devoir, on est plus que sur un aspect juridique. Puis, il faudrait même creuser le mot vigilance, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est quand même un petit peu inévitable, me semble-t-il, de dire que les entreprises doivent être vigilantes de manière globale. On parle des entreprises vigilantes, tout comme Isabelle disait, le marché, quelque part, est réceptif à tout ça, exerce aussi une forme de vigilance, finalement, un suivi et s'adapte. Et j'ai l'impression que le rapport vient rappeler quelque part un petit peu tout cela, en prenant bien sûr le prétexte de ce devoir de vigilance, mais il faut commencer par quelque part. Je crois que ça peut être un très bon moyen de commencer avec ce devoir de vigilance. Voilà. Merci. Alice, que tu veux ajouter un... Peut-être juste préciser deux éléments. Donc, évidemment, tout à fait d'accord avec Isabelle et Yvan. Un point que j'ai peut-être pas suffisamment souligné dans la présentation, c'est aussi l'aspect innovant justement d'y aller par le droit des sociétés ou le droit des affaires. C'est-à-dire que souvent, la question environnementale était pensée dans le droit environnemental, la question sociale plutôt du côté des travailleurs. Et là, on change un peu pas le vocabulaire, mais la façon d'observer, de comprendre la situation par rapport aux entreprises, les parties prenantes. Donc, c'est comme je pense, une façon plus pertinente de comprendre les interactions et les impacts.
Et puis, évidemment, c'est ça. En fait, on en vient aussi à questionner le rôle des entreprises de façon générale dans la société et à quel point le dialogue va être de plus en plus serré, peut-être entre les attentes sociales vis-à-vis des acteurs dans un contexte peut-être de crise. Donc, on sent qu'il y a besoin de changement. Alors, le devoir de vigilance, c'est un possible socle. Il y a d'autres approches, mais Yvan? Oui, non, non, bah, j'étais exactement finalement par sa petite conclusion. Alice a dit à peu près ce que j'entendais préciser. Non, non, je pourrais réagir à la suite des échanges ou même par rapport au. J'ai vu qu'il y avait quelques questions également, réponses Oui, c'est après. ça, super. Ben, je vais justement, par rapport à rebondir à ce que Alice a mentionné, puis intégrer comme une question que je m'étais mise en note, puis aussi la question qui a été posée quand on parle de, tu sais, CCLI, ce qu'on fait, c'est d'analyser le droit des affaires, pas le droit de l'environnement, mais comment on fait pour pousser les entreprises, responsabiliser les entreprises par le droit des affaires. Et le devoir de vigilance, ça pousse cette réflexion-là. Et donc, je vais comme un peu combiner deux questions de façon plus macro. Puis je la pose à tous et toutes, là, en quoi un tel devoir pourrait renforcer justement cette gouvernance climatique-là, puis la responsabilité fiduciaire des administrateurs québécois. Puis il y a quelqu'un, dans cette perspective juridique-là, il y a quelqu'un qui a posé, donc, pourquoi ne pas étendre l'analyse du devoir de vigilance au Code civil du Québec et non pas seulement à la loi sur les sociétés par action? Donc, afin que la portée là, de la notion de devoir de vigilance s'applique à toute forme de personne morale, j'ai un peu combiné deux questions euh, relativement liées, puis c'est des discussions qu'on a eues tous ensemble. Donc, j'ouvre le plancher à la personne qui veut se lancer en premier. Ben, si tu me permettras, Sonia, de dire peut-être un mot sur cet aspect-là, mais je prendrai peu de temps, mais je pense quand même que sur les questions de gouvernance climatique et de responsabilité fiduciaire, on voit bien qu'il y a de l'incertitude. On voit bien quand même que les balises, même si on les perçoit, parfois, on a encore du mal à avoir des balises claires, avec des logiques qui parfois s'affrontent. C'est sûr que faire avancer le devoir de vigilance, à mon sens, ça envoie un signal, ça donne de la cohérence, de la clarté aussi, me semble-t-il, aussi bien aux entreprises qu'aux acteurs aussi ici. Mais je trouve qu'également, si j'étais membre de conseil d'administration, par exemple, et que je me posais des questions sur le contenu de mes devoirs fiduciaires, à l'heure actuelle, j'aurais de quoi être inquiet. On sait qu'il y a des recours judiciaires. Parfois, les portes ont été fermées, d'autres sont pas fermées pleinement à double tour. On voit bien qu'il y a quand même une incertitude ici. Et puis, quelque part, le devoir de vigilance, ça appelle à ce qu'on disait, un raisonnement en amont, une gestion des risques. Ça appelle l'idée d'une anticipation, des plans de transition. Il me semble quand même que ça vient aussi un petit peu alimenter les réflexions qu'on a souvent sur un devoir qu'on a du mal à cerner, sur la prudence, diligence. Ça donne quand même du contenu, il me semble, et des balises assez intéressantes, tout en, je crois, aussi au climat, une forme de mordant, parce que quand on réfléchit beaucoup sur le changement climatique ces derniers temps, on est toujours sur la divulgation, le reporting extra-financier. Mais je crois que ça, c'est une très bonne avenue, mais à la fois, on a l'impression que ça monopolise beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et je pense que parfois, on oublie également que c'est plus globalement qu'il faut voir la réflexion sur le climat. Faut pas oublier que quand même, l'information, c'est bien, mais ça peut être intéressant de voir la prise de décision. La prise de décision, ben, c'est une réflexion aussi sur la manière dont je prends la décision, la prudence, la diligence, euh, la loyauté. Donc, je pense que ça serait intéressant d'ouvrir ce livre-là. Puis, faut pas oublier que la loi sur les sociétés par action, pour ce qui est du Québec, est une très belle loi, innovante, qui a été saluée depuis son adoption, mais elle n'a pas été retouchée depuis donc son adoption. Peut-être que bah, une réflexion pourrait avoir lieu, sans bien sûr tout changer, mais des touches. On sait que la loi canadienne évolue par petites touches ces dernières années pour pousser certains dossiers, certaines problématiques. Pourquoi pas le droit provincial également. Moi, je ne crois pas que c'est un signe d'échec de la loi qui existe. C'est au contraire un signe de la faire évoluer, de la faire entrer dans un contexte peut-être qui est celui d'aujourd'hui, notamment avec les enjeux
les enjeux climatiques. Puis, bien entendu, je finirai là-dessus. Je pense que peut-être, effectivement, et c'est la particularité des Québécois, j'aimais beaucoup la question dans le chat là. Le code civil, ben, ça mériterait peut-être d'y réfléchir un petit peu. Je sais que c'est un monstre sacré, j'en ai pleinement conscience. Mais il faut pas oublier que la France a touché à son monstre sacré pour y entrer les enjeux sociaux, environnementaux et donc directement le climat. Alors, ça ne fait pas le bonheur de tous les spécialistes et experts, mais encore une fois, c'est un signal très fort qui a été envoyé, puis pour toutes les entreprises. Alors, c'est vrai que pourquoi le Code civil, on sait bien qu'on s'en sert en droit des sociétés par action en termes de dispositions supplétives. On sait qu'il y a d'autres figures, personnes morales qui sont également importantes au Québec et qui sont régies par des dispositions communes. Pourquoi est-ce que finalement, on ne ferait pas aussi une petite réflexion de ce côté-là, même si c'est sans doute encore plus complexe que de penser une réflexion sur le droit des sociétés par action. Voilà, c'est mes quelques mots, Sonia. Merci, Evange. Et Isabelle, Alice, que vous avez envie d'ajouter des... Alice? Peut-être juste préciser par rapport au rapport devoir de vigilance et impact à l'étranger. Je pense que le raisonnement aussi derrière était que, par exemple, dans le contexte français, les lois en place, le droit interne était déjà relativement protecteur, c'est ça, des employés, quand même, il y avait des efforts par rapport à l'environnement. Et il y a des recours civils pour les victimes de droit interne qui sont basés en France. Il y a des recours généraux en responsabilité extra-contractuelle qui permettent quand même aux victimes françaises d'obtenir réparation. La difficulté était autre quand les victimes étaient à l'étranger et qu'elles voulaient obtenir, c'est ça, faire valoir leur réalité et obtenir réparation. Donc il fallait quand même un fondement qui permette cette réalité extraterritoriale et de responsabiliser localement pour des faits, c'est ça, hors juridiction. Donc mais en réalité, le devoir de vigilance, il a un intérêt pour les entités, par exemple ici au Québec, pour nos propres personnes morales. C'est le cas en France, le devoir de vigilance, il est formulé différemment dans la loi Pacte qui s'applique aux PME et aux autres organisations. Je m'arrêterai là. Et je suis bien d'accord sur la question du code civil qui, d'après moi, devrait aussi témoigner des aspirations sociales ou des gros défis collectifs dont on fait face. Isabelle? Ben, merci pour la question, là, Monsieur Caron. Puis, j'irais dans le sens aussi de pourquoi c'est important d'aller vers un droit qui couvre ben, les décisions prises par les personnes morales. Mais il faudra, je veux dire, moi, je ne suis pas une civiliste, là, alors avant de toucher au Code civil du Québec, là, j'ai besoin d'aide pour le faire. Mais des fois, certains disent, ben, pourquoi toucher au droit des affaires quand il y a le droit de l'environnement qui existe, quand il y a les droits, les lois sociales existent? Mais il faut tenir compte du fait que le lobbying, les lois existent, mais elles n'arrivent pas du ciel. Elles sont un produit des politiciens qui ont une influence. Puis la communauté d'affaires fait 4 fois plus de lobbying que les sociétés civiles au niveau du fédéral. Euh, Juste pour l'industrie pétrolière, en une année, il y avait 1255 meetings de lobbying. Pour l'industrie pétrolière, je veux dire, c'est comme c'est 3 par jour avec un élu ou un autre à Ottawa. Donc, on fait pas. Les lois sont dessinées par des gens qui sont assujettis ensuite aux lois. Je pense que c'est logique d'imposer une obligation aux administrateurs là, de prendre en considération l'environnement puis la société. Merci Isabelle. Puis, je pense que aussi un truc que je peux peut-être mentionner à l'audience, c'est aussi dans ce travail exploratoire-là, comme on l'a mentionné, c'est vraiment une première étape. Puis, tu sais, il y a plusieurs avenues. Tu sais, on a parlé d'un observatoire. Ça, c'est pas un changement juridique, législatif, réglementaire. C'est beaucoup plus soft, entre guillemets. Il y a ça et plusieurs approches. Puis, je pense que c'est ce qui est aussi dans nos réflexions, comment on fait pour avancer le dialogue puis le devoir de vigilance au Québec, c'est dans le contexte politique, économique, géopolitique dans lequel on se trouve, comment on fait pour concilier un cadre de vigilance qui est plus contraignant dans ce contexte-là. Ça aussi, c'est des réflexions. Ça veut pas dire qu'il faut mettre de côté des avenues, pas du tout, mais c'est des réflexions qu'on a eues aussi en groupe à maintes reprises, là. Comment on fait pour faire ça? Puis clairement, on n'a pas la réponse.
Je voudrais juste mentionner aussi, c'est plus un commentaire, mais je pense que c'est quand même intéressant que la personne mentionne que si on souhaitait imposer un devoir de vigilance aux entreprises, il faudrait aussi imposer un devoir similaire au gouvernement dans le cadre des marchés publics, non, pardon, s'impose à nos gouvernements et organismes publics lorsqu'ils Hmm. s'approvisionnent à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez juste un commentaire, c'est pas une question en soi, là, mais voilà, rebondir sur ce commentaire-là. Bah, justement, je laisserai sans doute Alice qui a plus que moi, mais on sait bien, pour prendre l'exemple de la France, que ça va avec une réflexion plus globale. Enfin, effectivement, ce n'est pas la réflexion souvent sur la vigilance, c'est une réflexion aussi sur les entreprises publiques, puis sur la manière dont l'État réfléchit aussi lui-même, etc. Donc, c'est amusant, c'est que ça entraîne une réflexion globale. Puis c'est une réflexion finalement sur aussi indirectement bah, comment on s'approvisionne quand on est. Je pense que inévitablement ça vient après dans la réflexion. Et puis moi, je trouve ça très important de le souligner justement. Et puis, si je me trompe pas, Isabelle pourra compléter mes propos, mais dans la loi S211, hein, il n'y avait pas que les entreprises privées qui étaient visées sur la transparence. Mais je laisserai Isabelle compléter. Mais je crois qu'il y avait une logique de ne pas se contenter que du privé. Mais encore une fois, des fois, par souci de réalisme, faut commencer quelque part. Et puis c'est ça qui est difficile de trouver le bon quelque part, entre guillemets. Tout à fait, tout à fait. Isabelle? Oui, ben, en ce qui concerne justement les marchés publics, j'écoutais la fin de semaine dernière, puis on n'était pas du tout dans la question de la durabilité. Une entrevue avec une représentante des entreprises du Québec qui disait, on est en désavantage parce que le gouvernement a une politique du plus bas soumissionnaire. Puis, nous, quand on essaie d'avoir des contrats à l'extérieur comme entreprise québécoise, ben, on n'a pas les garanties là, de durabilité qui sont exigées par les autres juridictions. Alors, ça ne nous rend pas compétitifs. Puis, la plupart des entreprises québécoises suivent quand même des bonnes modalités là, en termes de droits des travailleurs, souvent vont respecter l'environnement, mais à cause de la politique du plus bas soumissionnaire, elles vont se faire couper l'herbe par le pied par des entreprises extérieures. Alors, dans une logique, si on veut une économie, pas protectionniste, mais une économie qui est fondée sur le bien commun, ben, il y a une certaine logique à ce que le Québec, dans son entier, là, ait un cadre durable. Merci, Isabelle. Il reste pas beaucoup de temps, puis je vais laisser Alice du temps pour conclure. Peut-être que je laisserai comme une question, réflexion ouverte pour la fin. Tu sais, on a parlé qu'il faut intégrer diverses parties prenantes pour appliquer le devoir de vigilance, que des approches plus législatives, réglementaires, mais des approches plus soft. On a parlé aussi de comment ça pouvait renforcer, puis de changer de paradigme, en fait. Au final, c'est ça aussi de réfléchir au devoir de vigilance, c'est vraiment de changer de paradigme dans lequel on sait pour responsabiliser les entreprises au Québec. Je vois dans les questions là, un autre commentaire sur par rapport au fait que compétitivité, pardon, plus trop de régulation, c'est comme un faux débat. On doit penser à ce que nos entreprises québécoises soient résilientes dans le futur. Puis on a aussi parlé des limites qu'il y a eu, puis des défis en fait que l'Europe, la France fait face par rapport au devoir de vigilance en ce moment. Dans tout ça, malgré ce contexte-là, ces défis-là, j'ai envie de terminer sur une note positive. Qu'est-ce qui vous emballe par le devoir de vigilance? Puis vraiment, là, comme on a dit, c'est un travail exploratoire. C'est possible de l'appliquer au Québec. Qu'est-ce qui vous excite à cette idée-là, au Québec? Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Alice. Je laisserai Isabelle et Yvan faire un dernier tour de table avant de reprendre la Isabelle, parole. Ben, je trouve ça intéressant de le lancer au Québec. Je pense que on en a besoin pour essayer d'avancer dans la bonne voie, le bon sens. Puis c'est une mesure qui permet la discussion. Donc, il ne s'agit pas d'imposer une réglementation à chaque entreprise, vous devez faire telle chose, mais chaque entreprise, face au défi immense qu'on a, doit se poser la question comment y faire face de façon responsable. euh,
pleinement en accord avec ça. En plus, je suis pas sûre qu'il y aurait une telle rupture ou cassure, ou comme le disait Isabelle, il y a quand même un contexte qui me semble propice. Puis moi, j'y vois, alors peut-être je suis un peu naïf, mais moi, j'y vois plutôt un atout, un atout de compétitivité, d'attirer peut-être des nouveaux marchés, d'être repéré comme des entreprises, un marché, le Québec, intéressé par ces problématiques. Il me semble que l'Union européenne, même si on voit bien qu'elle discute, il n'empêche qu'elle s'est dotée depuis une dizaine d'années d'une vision très ouverte sur la finance durable, responsable, et qu'on a du mal à détricoter ça une fois que on s'est fait cette image-là, et puis ça lui attire tout de même beaucoup d'investissements. Alors moi, je vois plutôt ça positivement, avec la finance aussi durable en relais. On voit la place de Montréal, comme le disait Isabelle, qui joue aussi son rôle, et je crois que le devoir de vigilance fait partie des outils relais très intéressant à mon sens. Voilà, c'est un des rouages. Voilà, c'est pour ça que moi, je trouve ça très intéressant du côté du droit des sociétés. Alice, on te laisse le mot de la fin. Ben, je vais faire du pouce sur ce qu'a dit Isabelle et Yvan, tout à fait. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi et important dans le contexte actuel. On sait qu'il y a différentes conversations qui ont lieu dans d'autres espaces, notamment celui de la finance, sur améliorer tout ce qui est la reddition, la transparence. Donc, il y a quand même un mouvement de fond qui est à l'œuvre. Moi, l'intérêt du devoir de vigilance, c'est justement de ne pas retomber dans des travers passés qui étaient de faire des lois thématiques très limitées, mais de vraiment d'y aller avec une compréhension globale. Une personne morale a des impacts, elle est tenue de les réparer, et avec une importance spécifique sur les impacts sociaux et environnementaux, surtout dans le contexte actuel, quand même, qui est un contexte de fragilisation. Donc, cette approche globale qui s'intègre dans le droit des sociétés me semble déterminante. Bien évidemment, pourquoi on pousse ça du côté québécois? Parce qu'on pense que, on l'a démontré, le Québec a quand même parfois une fonction de locomotive sociale, j'ai envie de dire, dans le contexte parfois plus fédéral, où il y a de l'espace pour chercher des innovations, pour essayer de penser différemment, pour mettre en place des outils, des législations spécifiques. Et donc, il y a un espace propice aussi en Amérique du Nord pour essayer de faire un lien plus assumé, peut-être avec des innovations d'ailleurs. Sachant que, comme on l'a dit, le devoir de vigilance, c'est une conversation en Europe, mais pas que. On entend parfois que, apparemment, même en Chine, les questions de double matérialité ont lieu. Il y a d'autres juridictions qui réfléchissent à des meilleures protections aussi pour leur propre société civile. Donc, on a un intérêt, nous aussi, à se préparer et à s'approprier vraiment ces questions-là. Pour mettre quelque chose d'opérationnel et de plus protecteur. Et Dieu sait qu'on a aussi beaucoup de défis, nous aussi, avec, par exemple, des enjeux miniers. Tu l'as dit au début, avec bien traiter avec soin les communautés autochtones. Et donc, on a plusieurs éléments qui sont des invitations quand même à rentrer vraiment, à moderniser le droit pour le faire rentrer au XXIe siècle et en intégrant l'ensemble des défis. Donc, je vais me conclure là-dessus. Peut-être pour les prochaines étapes, nous, on est plusieurs à avoir envie de continuer et de maintenir active cette conversation sur le devoir de vigilance. On pense que malgré cet aspect qui peut sembler technique d'un changement juridique, en fait, c'est vraiment des conversations sociétales que ce fondement permet d'avoir. Donc, on va essayer de creuser des avenues. On vous invite à nous faire part si vous avez des idées, si vous avez des intuitions complémentaires, écrivez-nous, des événements de réflexion. Bref, là, le canevas est encore vierge, mais on pense que on se doit, malgré, comme je dis, les vents contraires, de continuer à pousser cette réflexion-là. Merci Alice. J'ai mis dans le chat notre adresse courriel générale à CCLI. Comme Alice l'a si bien dit, c'est vraiment une première étape. Donc, vous allez encore entendre parler de nous avec le devoir de vigilance. Restez à l'affût de nos infolettes, nos réseaux sociaux. On n'a pas terminé de pousser cette réflexion-là, puis d'agir aussi. En fait, il y a ça aussi, cette question-là. Merci beaucoup, Alice, Isabelle, Yvan, d'avoir contribué à cette discussion-là fort enrichissante. Je suis super contente. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vraiment participé. Donc, ce n'est que point de revoir. À la prochaine, je devrais dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.